Le colonel Douglas McGregor, vétéran de combat décoré et ancien conseiller du secrétaire à la défense américain, vient de prononcer des mots que personne dans l'establishment occidental n'ose dire publiquement, mais que tout le monde pense en privé. Israël pourrait ne pas survivre à cette guerre et l'Iran en émergera plus fort que jamais. Nous sommes au 3e jour d'une guerre que Trump espérait rapide et décisive, mais qui se transforme sous nos yeux en catastrophe stratégique pour l'Occident et en démonstration éclatante de la résilience iranienne. Ce n'est pas simplement une guerre entre deux nations. C'est la fin d'une ère et la naissance violente d'un nouvel ordre mondial que Washington refuse encore d'accepter. L'Iran, cette civilisation persane de 2700 ans qui a survécu à tous les empires qui ont tenté de la soumettre, est en train de prouver une fois de plus qu'on ne détruit pas une nation millénaire avec des missiles, aussi sophistiqués soient-ils. Et pendant que les médias occidentaux continuent leur narration fantasmée de succès militaire américano-israélien, le reste du monde observe une réalité radicalement différente. L'hégémonie militaire américaine s'effondre en temps réel, et avec elle, peut-être, la survie même de l'État d'Israël. Je suis Morin Macmour, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Soutenez cette vidéo avec un like, abonnez-vous massivement avant qu'on entre dans le vif même du sujet. Les Iraniens ont ciblé au moins 27 bases militaires, incluant des installations portuaires à travers tout le Moyen-Orient, s'étendant de la base aérienne d'Ancirlik en Turquie jusqu'à Dubaï dans le Golfe. La guerre a été effectivement régionalisée en moins de 72 heures et les conséquences de ces frappes iraniennes ne peuvent même pas encore être pleinement appréciées à ce stade précoce du conflit. Les marchés pétroliers européens ont ouvert avec une hausse de 20%, simplement basée sur la probabilité que l'approvisionnement en pétrole serait perturbé pour une période indéterminée. McGregor anticipe que le prix du baril dépassera rapidement $100 et personne ne peut prédire jusqu'où il montera finalement. Aux Émirats arabes unis, des drones bon marché fabriqués par l'Iran ont vaincu ce qui était censé être parmi les systèmes de défense aérienne et antimissiles les plus coûteux et sophistiqués au monde, mettant hors service plusieurs pistes d'atterrissage et aéroports civils. Il faut comprendre que dans le Golfe opèrent toutes sortes de conglomérats internationaux, particulièrement d'énormes entreprises indiennes qui font des affaires colossales à travers les Émirats arabes unis et Dubaï. Tout cela est effectivement en train d'être fermé brutalement. Il y a environ 4,6 millions d'Indiens qui possèdent des entreprises aux Émirats et qui sont maintenant bloqués sur place, constituant une composante critique de l'économie locale. En plus de cela, des centaines de milliers, probablement des millions d'Européens, d'Américains et d'autres nationalités sont également coincés. Il faut traverser les montagnes jusqu'à Mascate pour trouver un avion capable de vous évacuer. Les dommages infligés aux infrastructures pétrolières ne font que commencer réellement. Des preuves confirment que plusieurs raffineries de pétrole ont été frappées, particulièrement en Arabie Saoudite. L'Iran va continuer méthodiquement à démanteler l'économie pétrolière du Golfe, qui a financé pendant des décennies l'alliance entre Washington et les dictatures familiales locales. Nous sommes au début de ce qui est ostensiblement une longue guerre régionale, et nous n'avons même pas encore commencé à évaluer sérieusement la possibilité que d'autres puissances majeures deviennent directement impliquées, parce que cette urgence créée par la guerre dans le Golfe affecte structurellement l'Inde, le nord-est asiatique, la Turquie, l'Europe, et effectivement le monde entier est maintenant focalisé sur cette guerre qui est ostensiblement entre Israël et l'Iran, mais qui engage en réalité l'avenir de l'ordre mondial lui-même. La chose remarquable à propos de cette guerre est qu'elle n'a même pas commencé par une attaque conjointe israélo-américaine coordonnée. Elle a débuté par une attaque israélienne unilatérale et le secrétaire d'État Rubio semble avoir admis devant le groupe des 8 sénateurs faisant partie de la commission des services armés du Sénat qu'Israël a lancé l'attaque sans en informer préalablement Washington, sans avertir les États-Unis qu'ils allaient en faire cela. Bien que Washington savait que c'était toujours une possibilité stratégique, l'administration américaine a simplement décidé de rejoindre l'offensive parce qu'elle n'était pas encore satisfaite de sa posture militaire au début de l'opération israélienne. Les États-Unis semblent donc être arrivés tardivement à cette guerre, et maintenant ils commencent à ressentir le plein impact de toutes ces salves de missiles iraniens. Un certain nombre de missiles ont été tirés contre des navires de guerre américains qui n'ont pas encore été touchés directement, mais 3 chasseurs F-15 américains ont été abattus. L'administration les attribue officiellement aux tirs amis,
bien qu'il existe des disputes significatives à ce sujet de la part d'autres observateurs dans la région et dans le monde qui semblent penser que ce sont les Iraniens qui les ont effectivement détruits. Dans tous les cas, les États-Unis ont perdu 3 F-15 coûteux. Les pilotes n'ont pas été perdus heureusement, mais des militaires américains ont été tués, des marins, des soldats, des aviateurs ou des marines. L'administration n'a admis officiellement que 3 ou 4 morts, mais McGregor suspecte qu'il y en a substantiellement plus que cela et que les chiffres réels sont dissimulés pour des raisons de morale domestique. Alors, où cette guerre nous mène-t-elle exactement ? McGregor pense que nous nous dirigeons vers une longue campagne d'attrition, et les déclarations du secrétaire à la défense Hegseth et du président Trump, emplies de rhétorique sur l'État sponsor du terrorisme et comment l'Iran devra finalement se soumettre à Israël et aux États-Unis, lui semblent être des affirmations très imprudentes et stupides qui ne correspondent absolument pas à la réalité observable sur le terrain. Franchement, si Washington était vraiment intéressé à combattre l'islam radical authentique, les États-Unis seraient probablement focalisés sur le Pakistan et certainement sur la Syrie actuellement, qui est dirigée par les restes d'ISIS et d'Al-Qaïda. Ces 2 États ne semblent pas beaucoup apparaître dans les discussions stratégiques de Washington. Et le Pakistan en particulier a été l'incubateur de l'islam radical et du terrorisme islamiste pendant très longtemps, sans que cela ne dérange apparemment personne. Cette guerre concerne donc réellement l'intérêt d'Israël à détruire l'Iran et à l'éliminer comme obstacle à l'hégémonie militaire israélienne ou à la suprématie juive dans la région, peu importe comment vous voulez formuler cette réalité. Les États-Unis y sont maintenant pleinement engagés, complètement comités à soutenir cette entreprise israélienne. Et McGregor pense qu'ultimement la logistique aura probablement un impact décisif majeur parce que les États-Unis vont éventuellement manquer de missiles intercepteurs. Et il pense que Washington est déjà sur cette route dangereuse parce qu'il ne croit tout simplement pas que le président Trump ou ses conseillers croyaient réellement qu'il finirait dans une longue guerre d'usure avec l'Iran, et pourtant c'est exactement là où il se trouve maintenant, piégé dans un conflit qu'ils ne peuvent pas gagner militairement. Au-delà des cibles militaires évidentes, nous avons également vu l'Iran attaquer des ports, des raffineries pétrolières, des infrastructures de transport maritime, des aéroports civils et même certains hôtels. Il semble y avoir plusieurs cibles civiles délibérément visées dans cette stratégie iranienne. McGregor pense que les Iraniens savent parfaitement que les Émirats et les Saoudiens ont joué un jeu duplice, qu'ils ont essayé de jouer les 2 côtés simultanément. Les Iraniens ne regrettent donc aucunement de leur infliger de la douleur économique et ils veulent faire ressentir cette douleur au monde entier parce qu'ils ressentent eux-mêmes une douleur aiguë sous les bombardements. Ce n'est donc pas surprenant le moins du monde dans la logique de guerre. Concernant les Européens et leurs menaces théâtrales d'intervention, ils savaient depuis le tout début que l'Iran ne présente aucune menace réelle pour l'Europe. L'idée que l'installation antimissiles balistiques en Roumanie était nécessaire pour protéger les alliés européens d'une attaque de missiles iraniens était risible dès le départ. Personne n'a jamais cru à ce non-sens propagandiste. Quant à une intervention européenne concrète pour faire quoi que ce soit de militairement significatif, McGregor pense que les Britanniques ont envoyé leur F-22 dans la région, mais personne ne sait vraiment s'ils ont accompli quoi que ce soit d'opérationnel. Les bases britanniques à Chypre ont été frappées par les missiles iraniens et probablement mises hors d'action pour une période indéterminée. McGregor ne sait vraiment pas quoi penser de cette prétendue intervention européenne, qu'il considère être principalement de l'air chaud rhétorique, mais il reste à observer. Les Européens pourraient certainement envoyer quelques navires de guerre dans la région, mais ces navires seraient alors directement en danger. Et tout dépend de savoir si les peuples européens vont signer pour participer à cette guerre qui ne les concerne absolument pas. Il faut distinguer clairement l'Iran et les chiites de la vaste majorité des musulmans qui sont sunnites, arabes et turcs. McGregor pense que les Européens sont un peu plus sophistiqués intellectuellement que les Américains dans leur compréhension de cette région. Ils ne mélangent pas ces catégories. Ils comprennent que l'Iran est fondamentalement différent et que les intérêts iraniens sont structurellement différents. L'Iran, en tant qu'État civilisationnel, la Perse historique, est un animal entièrement différent du reste de ces constructions artificielles post-Première Guerre mondiale créées par les accords Sykes-Picot. McGregor est plus préoccupé par les Chinois et les Russes dans cette équation géopolitique. Quand il dit préoccupé, il se demande combien de temps ils vont rester sur la touche à permettre passivement que cette destruction continue, parce que ce conflit n'est absolument pas dans leurs intérêts stratégiques. Évidemment, ils veulent que l'Iran survive et prospère.
L'Iran est une composante critique de BRICS, une partie essentielle de l'initiative Belt and Road chinoise. Les Turcs veulent également que l'Iran survive à cette agression. McGregor n'a entendu aucune plainte venant d'Ankara concernant la destruction de la base aérienne américaine à Incirlik par les missiles iraniens, parce que les Turcs savent parfaitement que c'est fondamentalement une base américaine et qu'ils ont toujours été réticents à permettre aux États-Unis de l'utiliser pour opérer contre qui ils voulaient dans la région sans consultation turque. Nous assistons donc à un monde qui se déplace dans une direction entièrement nouvelle et sans précédent. McGregor argumenterait que c'est la fin du système Sykes-Picot qui a artificiellement divisé le Moyen-Orient. Il pense que les cartes géographiques vont changer fondamentalement. Il serait très surpris si toutes ces dictatures familiales du Golfe Persique survivent dans leur forme actuelle après cette guerre. Les dommages économiques massifs qui sont en train d'être infligés vont rester avec toute la région pendant une période très longue. Les Indiens se sont déjà retournés pour acheter à nouveau du pétrole auprès des Russes, ce qui fait parfaitement sens stratégique pour eux. McGregor est surpris qu'ils aient jamais accepté de se conformer aux demandes américaines de sanctions contre la Russie pour commencer. Le dollar américain perd rapidement de l'altitude et de la vitesse dans son rôle de monnaie de réserve mondiale. Économiquement, cette guerre est une catastrophe structurelle pour les États-Unis. Financièrement, c'est un désastre dont les implications ne feront qu'empirer avec le temps. Il faut se rappeler que ce sont les États-Unis qui se sont vantés au monde entier de leur puissance militaire écrasante et de comment le monde entier devait trembler de peur devant cette puissance américaine invincible. Les gens vont donc naturellement s'attendre à ce que Washington performe à la hauteur de cette rhétorique grandiose. L'Iran, d'un autre côté, n'a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre que simplement survivre à cette agression. Aussi longtemps que l'Iran survit en tant qu'État fonctionnel, et plus longtemps la guerre dure sans victoire américano-israélienne claire, plus faibles les États-Unis et Israël paraissent aux yeux du monde, et plus forte l'Iran apparaît dans sa résistance héroïque. McGregor pense que l'Iran va survivre sans aucun doute. Il ne voit aucune preuve que Téhéran va soudainement décrocher le téléphone, appeler Washington et supplier pour la miséricorde. Il ne voit absolument pas cela se produire dans aucun scénario réaliste. Les États-Unis sont donc dans une situation vraiment délicate stratégiquement. À la fin de cette guerre, McGregor pense que les Américains vont être balayés complètement hors de la région. Regardez ce qui se passe en Irak en ce moment même. Les chiites se soulèvent et le gouvernement irakien veut que les troupes américaines quittent le pays. Il le veut depuis des années déjà. McGregor pense que les États-Unis vont devoir finalement partir. Il ne pense pas que quiconque vivant dans le Golfe va vouloir la présence militaire américaine à proximité de leurs ports, de leurs aéroports ou de quoi que ce soit d'autre après que cette guerre aura démontré que cette présence américaine transforme automatiquement n'importe quel pays hôte en cible iranienne légitime. C'est un désastre en développement pour les intérêts américains beaucoup plus grave que pour Israël lui-même. Le dôme de fer israélien ne fonctionne pas très bien du tout dans cette guerre. Bien que les États-Unis essaient définitivement de tirer des missiles intercepteurs en soutien d'Israël pour la défense aérienne et antimissiles, les Iraniens semblent avoir progressé technologiquement beaucoup plus loin que ce que les analystes occidentaux avaient anticipé dans leurs évaluations. Ils sont maintenant capables de déployer des missiles équipés de leurres qui produisent de multiples signatures radar, et pendant que les systèmes antimissiles israélo-américains sont préoccupés à tirer sur ces leurres, le vrai missile dangereux que vous essayez réellement d'intercepter passe à travers les défenses et frappe sa cible. Cela ne fonctionne donc pas terriblement bien pour les défenseurs. Mais la partie intéressante, selon McGregor, est qu'en Occident, les médias montrent comme toujours une image merveilleuse de succès militaire américain et israélien. C'est franchement stupéfiant cette déconnexion avec la réalité. Il ne pense pas que c'est l'image que le reste du monde commence à percevoir du tout. Tous les ports que les forces navales américaines utilisent habituellement pour se réapprovisionner et pour recharger leurs navires avec des missiles et des roquettes ont été détruits par les frappes iraniennes. Les Américains sont forcés de se replier complètement jusqu'en Inde, ce qui représente une distance considérable de la zone opérationnelle. Ils peuvent même se replier vers l'Italie à ce stade. McGregor espère que la Crète reste juste hors de portée des missiles iraniens, mais le point essentiel est que tout ce que les forces américaines étaient habituées à faire doit maintenant changer radicalement. La guerre est devenue une tâche beaucoup plus ardue et complexe pour l'armée américaine. Il faut se rappeler que les Iraniens n'ont pas seulement fermé le détroit d'Ormuz, ils ont également effectivement fermé le canal de Suez pour tous les objectifs pratiques en rendant la mer Rouge impraticable pour la navigation commerciale. L'image commerciale globale est donc sinistre. L'image militaire est problématique et se détériore.
McGregor ne pense pas que les États-Unis peuvent manufacturer des missiles à un rythme suffisamment rapide pour maintenir le taux actuel de dépenses en interception. Washington a fourni pendant tout ce temps de vastes quantités de missiles à l'Ukraine pour sa guerre contre la Russie, et maintenant les États-Unis commencent à ressentir la douleur aiguë de ces stocks épuisés parce que tellement de matériel est parti en Ukraine. Il ne faudra probablement que quelques jours de plus avant que les forces américaines commencent à devoir dépenser leurs missiles de manière beaucoup plus économe et sélective. Et cela signifie concrètement que vous ne pouvez plus abattre la majorité de ce qui est tiré contre vous. Rappelez-vous que les doctrines de défense antimissiles impliquent de tirer au moins 2 ou 3 missiles intercepteurs contre chaque missile entrant pour maximiser la probabilité de destruction. Les forces américaines et israéliennes ne peuvent toujours pas cibler avec succès et abattre les missiles hypersoniques iraniens. Et beaucoup de ces missiles iraniens arrivent à des vitesses de Mach 3, 4, 5 et 6. Ces vitesses sont simplement au-delà de la capacité technologique américano-israélienne actuelle de les vaincre de manière fiable. Avant de continuer, je vous exhorte à vous abonner pour toujours recevoir mes prochaines vidéos et aussi pour soutenir la chaîne. Merci de l'avoir fait. On continue. Logistiquement, les États-Unis vont donc avoir un problème absolument énorme et l'opération pourrait devoir faire une pause forcée. Maintenant, si les Russes et les Chinois sont disposés à servir de médiateurs, ou peut-être les Indiens, McGregor pense que l'Inde serait probablement le meilleur choix pour la médiation entre les parties. Ils sont après tout neutres dans ce conflit malgré la visite récente de Modi en Israël, que McGregor considère avoir été mal avisée stratégiquement. Néanmoins, Modi et l'Inde ont des liens culturels profonds et historiques avec l'Iran. Le sanskrit et la civilisation indienne sont une composante intégrale de la civilisation persane elle-même depuis des millénaires. Il y a donc une opportunité pour les Indiens de construire un pont diplomatique entre les États-Unis, Israël et l'Iran si tout s'accepte. Mais pour le moment, l'Iran ne se dissout absolument pas dans le chaos interne comme Washington l'espérait. Oui, les États-Unis et Israël ont tué le guide suprême Ayatollah Khamenei, mais McGregor ne voit aucune preuve que cet assassinat ait perturbé l'unité de l'effort de guerre iranien ou le commandement et contrôle militaire. L'autre avantage significatif que les Iraniens possèdent, et c'est un avantage crucial, est que beaucoup de leurs capacités militaires sont largement dispersées géographiquement à travers leur vaste territoire. Cela rend les choses extrêmement difficiles pour les attaquants. Même dans les meilleures circonstances, historiquement, les forces américaines ont toujours eu beaucoup de difficultés à traiter avec quoi que ce soit de mobile sur le champ de bataille. McGregor ne voit donc, dans le futur proche, aucune bonne nouvelle du tout pour Washington. Il espère que des discussions ont lieu à Washington avec d'autres puissances qui pourraient être capables d'aider à médier une fin à cette catastrophe. Mais apparemment, pendant le week-end, l'administration américaine a exprimé un certain intérêt pour des négociations à travers des canaux non spécifiés, mais les Iraniens ont répondu non seulement non, mais absolument pas. Ils ne sont clairement pas prêts à mettre fin à cette guerre maintenant. Cela semblerait un peu insensé de mettre fin au conflit maintenant, alors que l'autre côté pourrait simplement se réapprovisionner en missiles et revenir dans quelques semaines pour une nouvelle campagne de bombardement. McGregor pense que ce que les Iraniens veulent ultimement sortir de cette guerre, c'est expulser complètement les États-Unis de la région. Et il pense que Washington va finalement obliger en partant parce que cette guerre est quelque chose que les États-Unis ont aidé à provoquer. Washington s'est aligné avec Israël, qui est un État paria aux yeux du monde. Les Israéliens sont déjà largement détestés et méprisés internationalement pour leur programme de meurtre de masse et d'expulsion à Gaza. Cette nouvelle guerre ne va faire qu'empirer considérablement ces questions de perception. McGregor pense que les Turcs vont maintenant se sentir beaucoup plus à l'aise de demander formellement aux Américains de quitter leur base en Turquie. Comme il l'a souligné précédemment, dans le Golfe également, les États-Unis seront invités à partir par les gouvernements locaux qui ne veulent plus être des cibles. Les Américains sacrifient essentiellement leur position stratégique entière dans la région pour le bénéfice exclusif d'Israël. Mais McGregor ne pense pas qu'Israël va réellement en bénéficier à long terme. Cette guerre va avoir des répercussions géopolitiques massives dans le monde entier. Si vous êtes assis sur la péninsule coréenne en ce moment, vous êtes déjà fatigué de la présence militaire américaine. Vous ne voyez plus le besoin de cette présence parce que les Chinois ne sont pas intéressés à déclencher une guerre. Les Chinois ont explicitement clarifié aux Coréens que s'ils font quoi que ce soit d'agressif, ils ne seront aidés d'aucune manière par la Chine. McGregor pense que les Coréens se disent probablement qu'il est temps pour les Américains de partir définitivement et qu'ils doivent travailler avec la Chine pour réunifier la péninsule et arriver à une solution stable. Les Japonais observent également cette débâcle américaine et commencent à se demander jusqu'à quel point ils veulent vraiment être alignés étroitement avec Washington. Le point de McGregor est:
Est-ce que les États-Unis paraissent forts, puissants, invincibles et invulnérables dans cette guerre, ou pas du tout? Malheureusement pour Washington, ils ont besoin absolument de paraître invincibles et invulnérables pour maintenir leur système d'alliance globale. Maintenant, les États-Unis se sont ouverts à toutes sortes de problèmes extraordinaires qu'ils auraient pu autrement éviter simplement en n'attaquant pas l'Iran. La puissance militaire est une de ces choses où, jusqu'à ce que vous l'utilisiez réellement au combat, personne ne sait vraiment ce que vous avez comme capacité réelle. Rappelez-vous qu'en 1940, tout le monde disait « Merci Dieu pour l'armée française, la plus grande armée d'Europe, la mieux équipée, plus de tanks, plus de tout ». Cette réputation est partie assez rapidement quand les Allemands ont attaqué. L'armée britannique également n'a pas duré très longtemps face aux Allemands. MacGregor pense que nous vivons dans un monde aujourd'hui où la vieille ère se termine définitivement et qu'une nouvelle commence à émerger. Il y aura de nouvelles règles pour le futur, et ces règles ne vont pas être écrites à Washington comme par le passé. Elles vont être écrites largement en Asie et dans une certaine mesure en Europe et au Moyen-Orient. Mais elles vont être écrites par les peuples indigènes de ces régions, pas par les Américains qui imposent leur volonté de l'extérieur. C'est la prévision à long terme. Combien de temps cela prendra exactement reste la conjecture de n'importe qui, mais en ce moment les Iraniens ressentent certainement beaucoup de douleur sous les bombardements, mais ils infligent également énormément de douleur à leurs adversaires. Et il n'y a aucune incitation pour eux d'arrêter cette campagne tant qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs stratégiques d'expulsion américaine. Le problème fondamental était que les tactiques gagnent des batailles individuelles, mais ultimement c'est la stratégie qui gagne les guerres dans leur ensemble. Les États-Unis et Israël ont déjà démontré dans les premières 24 à 36 heures leur suprématie tactique indéniable. Ils ont réussi à tuer un certain nombre de personnalités clés iraniennes, pas seulement le guide suprême. Mais Washington n'a absolument aucune stratégie cohérente pour gagner cette guerre. Quand tout le monde demande quel est le but final, cela ressemblait initialement à un changement de régime classique. Mais les États-Unis ont découvert à ce stade que le changement de régime n'a pas fonctionné du tout. C'est un grand pays de 93 millions de personnes, de la taille de l'Europe occidentale géographiquement. L'Iran semble se maintenir ensemble remarquablement bien malgré l'assassinat de son leader. Il n'y a aucune raison de croire qu'il ne restera pas uni à ce stade du conflit. Alors quelle est la stratégie américaine maintenant si vous ne pouvez pas renverser le gouvernement? Est-ce que vous continuez simplement à lancer des missiles et des roquettes dans l'espoir que quelqu'un dira finalement s'il vous plaît, arrêtez, nous ferons tout ce que vous voulez? Peut-être que c'est l'objectif maintenant. MacGregor ne pense pas que ce soit un objectif raisonnable ou atteignable. Il ne pense pas que quiconque à Washington ait vraiment réfléchi sérieusement à la criticité de terminer cette guerre dignement. Comment est-ce que vous y mettez fin? La chose drôle est que MacGregor a écouté le secrétaire d'État déclarer ce matin que nous n'avons pas commencé cette guerre, mais nous allons la terminer. Eh bien, MacGregor pense que les États-Unis ont définitivement commencé cette guerre. Les Israéliens l'ont lancée et Washington a immédiatement sauté à bord avec enthousiasme. Toutes les raisons que l'administration continue de citer pour justifier cette guerre sont spécieuses et mensongères. Mais les raisons les plus déprimantes et stupides sont celles qui remontent à 47 ans en arrière ou 40 ans. Le nombre de personnes dont vous pouvez tracer la mort directement aux actions iraniennes est dans les basses centaines. Ce n'est pas un nombre énorme qui justifierait une telle guerre. Et les Iraniens ne se sont pas comportés pendant la guerre d'Irak différemment de comment les États-Unis se seraient comportés s'il y avait eu une guerre similaire au Mexique, juste à leurs frontières. Vous faites ce que vous pouvez pour dissuader la force qui est sur le terrain, dans le pays voisin, d'entrer sur votre territoire. Les États-Unis ont apparemment environ 4000 missiles restants dans leur inventaire total. Peut-être que ce sont différents types de croisières et balistiques combinés. L'Iran en possède environ 450 000 selon les estimations de renseignement. C'est un écart absolument considérable et insurmontable. Vous pouvez tuer un leader politique ou militaire, mais vous ne pouvez jamais bombarder une civilisation entière jusqu'à la soumission. Les Américains n'ont jamais compris avec quoi ils avaient réellement affaire en Iran. Tout le monde parle de l'Iran comme d'une sorte d'État islamique radical dangereux. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité historique. L'Iran est ultimement la Perse et cette civilisation est infiniment plus ancienne que l'islam lui-même. La civilisation persane, la pensée persane, la philosophie persane, l'art et l'histoire persan, toutes ces dimensions culturelles ont affirmé leur dominance au cours des 25 à 30 dernières années dans la société iranienne. Le peuple iranien s'est largement éloigné de cette forme plus idéologiquement rigide d'islam politique.
Ce n'est pas qu'ils détestaient Khamenei et qu'ils ont dansé dans les rues quand il a été tué par les bombardements. Au contraire, les gens le voyaient comme un être humain très humble et décent qui a sacrifié sa propre vie. Il est resté exactement là où il savait qu'il serait tué par les frappes. Le tuer en a fait un martyr que même les gens qui n'aiment pas particulièrement l'islam politique peuvent honorer et respecter. Washington a donc galvanisé le pays entier contre les États-Unis. Ils ont mobilisé le peuple iranien contre l'agression étrangère d'une manière que le gouvernement iranien n'aurait jamais pu accomplir seul. McGregor ne voit rien de bon sortir de cette dynamique pour les intérêts américains. C'est le problème fondamental avec la mentalité américaine. Projetez systématiquement vos propres valeurs, votre propre façon de penser, votre propre expérience historique sur les autres civilisations. L'expérience américaine peut correspondre raisonnablement bien à l'expérience européenne moderne, mais elle ne correspond absolument pas à l'expérience des peuples du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Afrique ou même de l'Amérique latine. C'est pourquoi nous sommes dans un monde radicalement différent maintenant et nous ne le comprenons même pas. Le monde change profondément et le vieux monde occidental se termine et les États-Unis combattent désespérément l'émergence de ce nouveau monde multipolaire. Le futur du monde n'est plus écrit par Washington. Et qu'est-ce que la victoire dans cette guerre? Eh bien, McGregor pense que véritablement, la victoire signifie la stabilité régionale. Et les États-Unis ont fait absolument tout ce qu'ils pouvaient possiblement faire pour détruire systématiquement cette stabilité. Stabilité dans les marchés financiers, stabilité dans le commerce international, stabilité dans les relations commerciales, stabilité dans la confiance interétatique. Les États-Unis ont une fois de plus démontré de manière concluante qu'ils sont complètement peu fiables comme partenaires. McGregor a dit pendant des mois que la décision d'attaquer l'Iran était déjà prise définitivement. Ce n'était qu'une question de quand exactement, jamais une question de si cela arriverait. Pourtant, Washington a continué avec la fiction qu'il y avait des négociations diplomatiques en cours de bonne foi. Cela a gravement endommagé les relations américaines avec la Russie. Cela a sérieusement nui aux relations avec la Chine. Cela a complètement détruit la crédibilité américaine au Moyen-Orient. Les États-Unis suivent rapidement Israël dans ce coin réservé aux États parias internationaux. Les Indiens dépendent de 2,6 millions de barils de pétrole du Golfe Persique qui doivent arriver dans leurs ports chaque jour pour faire fonctionner leur économie. Quand ce flux se ferme à cause de cette guerre, chaque famille indienne va effectivement devoir payer une taxe de guerre qu'elle n'a jamais votée démocratiquement. Une hausse de 10 $ du prix du brut signifie 15 milliards de dollars de fardeau supplémentaire sur l'économie indienne annuellement. Ils ne sont pas les seuls à souffrir de cette guerre américaine. Mais Washington ne pense jamais en ces termes d'impact sur les autres nations. Il n'y a aucun sens de ce genre de considération dans la mentalité impériale américaine. Les États-Unis vont payer un prix terrible pour cette arrogance, et ce n'est que le tout début de cette facture qui arrive. McGregor pense que nous observons la fin du vieux Moyen-Orient colonial. Nous observons la fin de l'hégémonie militaire américaine et de la dominance politique de Washington. C'est exactement ce que nous sommes en train de regarder se dérouler en temps réel. Netanyahou est fondamentalement en charge de la politique américaine. Écoutez attentivement Netanyahou et vous saurez exactement ce que Trump va faire ensuite. Soyons francs et honnêtes, Trump reçoit ses ordres directement de Netanyahou. Il n'est pas un agent libre prenant des décisions souveraines dans l'intérêt américain. Il a des gens à Washington qui le poussent dans des directions particulières favorables à Israël. En conséquence, McGregor ne voit rien changer à court terme à Washington du tout. Tout le monde dira simplement, eh bien, nous allons continuer à bombarder, nous allons continuer à lancer des frappes de missiles et éventuellement nous réussirons à briser la volonté iranienne. Les États-Unis ont fait exactement cela pendant 78 jours au-dessus du Kosovo. Et ultimement, ce n'était pas la campagne aérienne et de missiles qui a persuadé les Serbes de quitter le Kosovo. C'était la décision de la Russie de couper le soutien aux Serbes et de leur dire non, nous ne pouvons pas vous fournir de carburant, de nourriture et de médicaments pendant l'hiver à venir. Cela s'est produit parce que Strobe Talbot, le secrétaire d'État adjoint américain, est allé à Moscou à négocier un accord comme le président Trump aime tant le dire, et cet accord impliquait un certain nombre de promesses que Washington a faites pour persuader les Russes de faire cela. Les Russes maintenant, rétrospectivement, considèrent ce moment comme un moment de honte profonde dans leur histoire moderne. Et effectivement, McGregor pense qu'ils ont raison de le voir ainsi. Mais ils n'avaient probablement pas beaucoup de choix à ce moment de faiblesse dans les années 90. Eh bien, ils ont un choix maintenant en 2026. Les Chinois ont un choix. Le reste du monde n'est plus aussi faible qu'il l'était autrefois.
C'est une partie de cette vague de fond de nouveaux changements dans notre civilisation globale que le gouvernement américain refuse absolument d'accepter comme réalité. Les États-Unis sont maintenant dans un combat en termes de missiles, de roquettes et de capacités conventionnelles avec un adversaire qui est presque impair, comme ils disent, dans le jargon militaire. C'est quelque chose que Washington ne pouvait jamais imaginer rencontrer. McGregor pense que le président Trump a exprimé son choc et sa surprise, exactement comme Witkoff l'a rapporté, que les Iraniens n'avaient pas déjà capitulé face à ce niveau de destruction, parce que de leur point de vue basé sur leur expérience dans l'immobilier new-yorkais, ce genre de dommage est si terrible que vous criez grâce et vous partez, vous vous soumettez, vous signez l'accord proposé. Mais ceci n'est pas de l'immobilier commercial, ce n'est pas New York City avec ses règles capitalistes. C'est un État civilisationnel qui refuse absolument de se rendre aux demandes de l'État juif au Moyen-Orient, qui sont ensuite soutenues par la puissance militaire américaine. McGregor ne pense donc pas qu'ils vont obtenir très loin avec le président Trump à ce moment. Peut-être que plus tard, quelque chose va se briser qui changera la dynamique. Le domaine dont personne ne parle encore, mais que tout le monde devrait surveiller attentivement, est le marché obligataire américain, spécialement l'obligation à 10 ans et son rendement qui va augmenter dramatiquement. Regardez la dédollarisation s'accélérer. Regardez la faiblesse financière structurelle américaine. Ces dynamiques centrales sont extrêmement importantes. McGregor pense que les États-Unis pourraient se retrouver dans une crise financière très sérieuse, certainement pire que ce qu'ils ont affronté en 2007 et 2008. C'est probablement l'autre facteur dans cette équation multivariée qui pourrait fondamentalement forcer Washington à se retirer de cette guerre. Mais quoi qu'il arrive, ultimement, nous assistons à la fin du vieux Moyen-Orient colonial. Nous assistons à la fin de l'hégémonie militaire américaine et de la dominance politique de Washington. L'Iran survivra à cette tempête. La Perse réémerge de ce conflit comme une entité beaucoup plus forte et infiniment plus influente. Israël, par contre, pourrait ne pas survivre du tout à cette guerre qu'il a lui-même déclenchée.